coup, moi, je vais commencer par me présenter très rapidement et surtout présenter l'association pour laquelle aujourd'hui on organise cet événement. Donc, je m'appelle Valentin Rousseau, je suis l'ancien président désormais depuis quelques semaines de Cryptosphère à Marseille. Et en ce sens, aujourd'hui, nous avons tenu à organiser cette conférence, ce débat plutôt, cet échange sur système monétaire centralisé, décentralisé, puisque Cryptosphère, c'est une association qui a pour but de démocratiser les actifs numériques, la blockchain, et qui tend peu à peu à se spécialiser aussi sur l'intelligence artificielle et les objets connectés. Mais aujourd'hui, c'est bien des actifs numériques dont on va traiter à travers cette thématique-là. Mais je vais vous laisser la main et je vais vous demander de vous présenter succinctement. Donc, je vous donne à vous en premier la parole, Hubert de Vauplane, et ensuite Nicolas Dufresne. Très bien, enchanté. Bonsoir à tout le monde. Hubert de Vauplane, je suis avocat dans un cabinet américain, Kramer Levin, à Paris. J'ai passé l'essentiel de ma carrière dans différentes banques internationales, dans différentes fonctions, aussi bien pour faire du trading de taux que des fusions-acquisitions, et puis bien sûr en tant que juriste, directeur juridique, notamment à la fin de Crédit Agricole. Et j'ai rejoint ce cabinet depuis 10 ans. Et je me suis intéressé à la blockchain dès 2011, en sortant du secteur bancaire, en me disant que voilà quelque chose qui va certainement avoir un effet sur l'organisation et le fonctionnement de la finance internationale. Voilà en quelques mots. Merci. Merci. Et vous, Nicolas Dufresne? Alors bonjour à tous, donc Nicolas Dufresne. Pour ma part, je suis administrateur à l'Assemblée nationale, une sorte de haut fonctionnaire qui aide les députés. Je suis aussi directeur de l'Institut Rousseau, qui est un think tank présidé par Gaël Giraud et qui œuvre pour proposer des solutions en matière pour la reconstruction écologique, démocratique et sociale. Et je suis aussi l'auteur d'un livre avec Alain Grandjean qui est paru en février dernier, juste avant le début de la pandémie, qui s'appelle Une monnaie écologique et qui traite de la question du système monétaire et aussi accessoirement un petit peu de la question justement des monnaies numériques de banque centrale sur lesquelles j'ai écrit par ailleurs. J'ai écrit aussi un peu sur le Libra et puis j'ai eu l'occasion à l'Assemblée nationale de participer à la rédaction du rapport Persson qui avait été un rapport sur les cryptos actifs. Voilà, alors moi je suis moins certainement spécialisé que beaucoup d'entre vous sur les questions techniques de la blockchain. Par contre, je regarde la question des cryptos actifs avec l'œil du système monétaire, voilà, dans son ensemble. Okay. Ben, ça tombe bien justement parce qu'aujourd'hui on va parler système monétaire et je vais vous donc redonner la parole dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionne le système aujourd'hui à l'échelle européenne et les quelques différences qu'il peut y avoir avec le système américain, pardon. Alors, je me lance. Écoutez, le système monétaire en soi, entre les États-Unis et l'Europe, il n'y a pas une énorme différence sur la manière dont ça fonctionne. Il y en a même très peu, à part que le rôle de la Banque centrale, si vous voulez, un système monétaire comme les nôtres, qu'on appelle des systèmes monétaires intermédiaires, c'est des systèmes à deux étages. Vous avez un premier étage où la banque centrale est en relation avec les banques commerciales et qui échangent dans un langage particulier qui est la monnaie centrale. Et puis vous avez un deuxième étage où les banques commerciales accordent du crédit, achètent des actifs à des agents économiques. Voilà, donc pour reprendre un petit peu l'image de mon ami Gaël Giraud, on peut dire que c'est un peu comme l'Olympe, si vous voulez. Vous avez Zeus en haut, c'est la BCE. Et puis la BCE, qui est Zeus, échange avec les dieux qui sont réunis sur le mont Olympe, c'est les banques commerciales. Et puis ensuite, vous avez les banques commerciales qui échangent avec les mortels, que nous sommes tous, les particuliers, les entreprises, voilà. Donc un système monétaire, ça fonctionne finalement comme ça.
Et c'est la même chose aux États-Unis et en Europe, et d'ailleurs dans bien d'autres régions du monde. Les différences, c'est surtout sur le rôle de la Banque centrale, l'indépendance de la Banque centrale, son Ok. mandat, sa dépendance au pouvoir politique. Et justement, j'allais y venir. Vous parliez du rôle de la Banque centrale. Donc, vous savez qu'avant, c'était plutôt l'État qui avait la main sur la politique monétaire. Donc, je vais plus vous poser la question par rapport à la Banque centrale. Quel rôle doit jouer la Banque centrale, vraiment selon votre propre opinion, sur la politique monétaire? Et également, Hubert de Vauplane, après, si vous souhaitez rebondir dessus. Alors, sur le rôle des banques centrales, aujourd'hui, si vous voulez, moi, ce que je constate, et c'est le constat qu'on a fait dans le livre, notamment avec Alain Grandjean, c'est qu'il y a eu un appauvrissement progressif des outils de politique monétaire. Et finalement, avant qu'on arrive au tournant un petit peu de la crise financière en 2008, eh bien, il y a plus vraiment qu'un seul outil de politique monétaire qui est le taux d'intérêt. Dans les années 50, 60, 70, vous en aviez bien d'autres. Et donc, il y a eu un dépérissement, si vous voulez, de la politique monétaire qui aujourd'hui est en train de s'inverser, forcément sous l'effet des différentes crises. Les banques centrales sont obligées de réinventer des outils, elles sont obligées d'inventer des outils d'achat d'actifs, des outils, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais de taux d'intérêt, de TLTRO, etc. Enfin, toute une panoplie d'outils qui visent à contrôler mieux les taux longs et les taux courts, hein, d'ailleurs, et qui visent finalement à permettre un meilleur financement de la part des États. Et alors, mais là, vous posez une grande question, je ne pourrais pas y répondre comme ça en quelques minutes, mais quel doit être le rôle des banques centrales? Ben, écoutez, moi, ce que je pense, c'est que le rôle des banques centrales pourrait être beaucoup plus important, que l'indépendance des banques centrales est une erreur, hein, pour le dire rapidement, que l'indépendance les conduit à l'impuissance, parce qu'elles n'ont pas la légitimité de faire des choix, qu'elles n'ont pas la légitimité nécessaire pour justement véritablement épauler les politiques publiques. Et je crois qu'on s'éviterait bien des malheurs et qu'on pourrait bien mieux utiliser l'arme monétaire si on avait un contrôle plus politique, plus citoyen également, sur les banques centrales. Ok, merci. On va revenir d'ailleurs sur cette prétendue indépendance des banques centrales. Et quant à vous, Hubert de Vauplane? Je partage assez le constat, hein, de Nicolas. De toute façon, on verra qu'on a des constats souvent assez proches et puis après, on a parfois des divergences sur les solutions. C'est déjà bien d'avoir des constats différents. En fait, on a réduit, peut-être je dirais même cantonné, la Banque centrale à un rôle d'expert, hein, celui de conduite de la politique monétaire. Et en faisant cet expert, donc, on a donné des tas d'attributs, dont cette indépendance par rapport aux États. On reparlera sans doute après de la souveraineté. Et du coup, c'est parce qu'il est expert qu'il doit être indépendant, et en tant qu'expert indépendant, il ne doit interférer dans la politique. En fait, ce que dit en creux Nicolas, et c'est là-dessus où on a une vraie question de débat démocratique, j'allais dire, c'est est-ce que, parce qu'on va parler sans doute de souveraineté, est-ce qu'on ne doit pas redonner du politique à la politique avec un grand P, à la politique monétaire avec un petit p? Est-ce qu'on ne doit pas remettre la politique monétaire sous je fais attention aux mots que j'emploie, en tous les cas, à tout le moins, sous une forme d'intégration, de contrôle, de cohérence, en tous les cas, avec la politique tout court, avec un grand P. Et là, on voit bien qu'on touche, en tous les cas en Europe, du doigt à une situation compliquée, parce qu'on ne peut pas justement le faire du fait de cette construction européenne inachevée entre une zone euro avec une monnaie unique et puis des politiques avec des grands P qui restent aux mains des États. Donc, la situation de l'Europe est encore plus particulière que dans les autres pays où, même si l'indépendance est affichée, et derrière affichée, elle est souvent même, dans les textes une caractéristique des banques centrales, on s'aperçoit qu'il y a plus de porosité, voire de proximité entre la politique économique, c'est-à-dire donc la politique tout court, et les politiques monétaires conduites par les banques centrales. Et c'est l'Europe qui est un peu la pointe de cette notion qu'a expliqué Nicolas. Ok, merci. Et
Justement, pour revenir sur le critère d'indépendance qui peut être contestable, et donc j'aimerais votre avis notamment dessus, Nicolas Dufresne, sur le fait qu'on a plutôt une banque centrale qui est supposée avoir un mandat, notamment on le connaît au niveau de la BCE ou même au niveau de la Fed, donc qui est la Banque centrale américaine, sur l'inflation, maintenir les 2%. Mais ce qu'on a plus vu, c'est notamment des bulles d'actifs qui se forment. Et lorsqu'elles éclatent, ça crée des crises financières et les conséquences qu'on connaît sur l'économie, le chômage, la pauvreté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler vraiment d'indépendance au niveau des banques centrales et est-ce qu'il faut du coup modifier leur fonctionnement? Alors, pour le dire très simplement, en fait, vous avez une indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques qui se double en fait d'une dépendance vis-à-vis des marchés financiers. Parce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, qu'il y a une sorte de vice originel un peu dans le système. J'ai envie de dire ça comme ça, qui est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la Banque centrale ne peut interagir qu'avec les banques commerciales, c'est-à-dire qu'avec les acteurs qui ont un compte chez elles, qui ont un compte dans les livres de la Banque centrale. Et ces acteurs, eh ben, c'est qui? C'est l'État, le Trésor public a un compte auprès de la Banque centrale et c'est les banques privées. Et comme la Banque centrale ne peut pas, en vertu des traités, financer monétairement les États, ce qui est une erreur, hein, c'est l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit tout financement monétaire de l'État par la Banque centrale. Pour ma part, je pense que c'est une erreur. Je pense que justement, un des rôles des banques centrales pourrait être sous contrôle démocratique, de manière raisonnée, de manière décider collectivement et démocratiquement qu'on pourrait avoir ce financement des banques centrales vis-à-vis de l'État. Et pourquoi pas, dans certaines conditions, un financement des banques centrales pour les acteurs économiques directement. Il faudrait bien l'encadrer. C'est la fameuse question de l'hélicoptère-monnaie. Pourquoi pas? On pourrait l'envisager sous certaines conditions. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Banque centrale se retrouve complètement perdu dans sa tour d'ivoire et se retrouve dans sa tour d'ivoire avec, si vous voulez, la possibilité uniquement de commercer avec les dieux, avec les banques commerciales que j'évoquais tout à l'heure et sans aucune possibilité de faire autre chose. Donc, quand vous avez une banque centrale qui doit répondre à la crise financière, quand vous avez une banque centrale qui doit répondre à la crise financière, et ben, sa seule possibilité, c'est d'injecter des liquidités, d'injecter en masse des liquidités auprès des seuls acteurs avec qui elle peut commercer, c'est-à-dire les banques commerciales. Et donc, effectivement, vous avez les flambées de prix d'actifs que vous avez mentionnées et qui posent toute une série de problèmes. Mais si vous voulez, la Banque centrale, comme elle ne peut pas financer les États d'un côté et interagir avec les acteurs économiques de l'autre, eh ben, elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'en passer par les banques commerciales qui reçoivent ces liquidités et qui les utilisent sur les marchés financiers. Donc, il y a un vice originel de construction, si vous voulez, du système monétaire. Ok, je vous remercie. Et est-ce que vous partagez cet avis, Hubert de Voplan, par rapport au lien entre la Banque centrale et l'État qui a finalement été coupé? Est-ce que pour vous, la Banque centrale doit recapitaliser les États lorsque cela est nécessaire? Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tous les cas, d'avoir coupé le lien aussi fort, il est à noter que les Anglais ne l'ont pas fait. Même lorsqu'ils étaient dans l'Union européenne, ce qui n'est pas si vieux, ils s'étaient bien gardés d'appliquer non seulement, bien sûr, l'euro, mais même d'appliquer un certain nombre de dispositions sur le système européen de banque centrale et de garder ce lien entre le Trésor, donc finalement le gouvernement, l'État, et la Banque centrale. Donc on a, de ce point de vue-là, encore une fois, en Europe, voulu pousser le bouchon de l'indépendance plus loin que d'autres, les États-Unis, l'Angleterre, pour ne prendre que ces deux exemples. Est-ce que pour autant une banque centrale doit financer
régulièrement les déficits des États. C'est un autre vaste sujet. Je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là, mais voilà, ce qu'il faut, c'est de la mesure. Et on a sans doute perdu un peu de mesure. Et bizarrement, c'est plutôt récent. Hein, c'est encore une fois, et Nicolas a bien rappelé, c'est pas si vieux que ça. Ça date de la construction finalement de l'euro et du système européen des banques centrales. Il y avait auparavant beaucoup plus de liens et donc il serait bon de retrouver un certain nombre de ces liens, mais on bute toujours sur la même question, c'est-à-dire qu'on a fait de la BCE une instance européenne technique, coupée du politique, avec un objectif qui est la mise en œuvre, la détermination de la mise en œuvre de la politique monétaire, laquelle doit s'inscrire dans la lutte contre l'inflation. Donc, ces missions, elles sont gravées dans le marbre, elle ne peut pas y toucher et pas y bouger tant qu'on ne modifie pas les traités, parce qu'encore une fois, c'est un organe technique. Tout comme, toute proportion étant égale par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne est un organe technique. Et personne ne conteste que la Cour de justice soit un organe technique et pas un organe politique. La question, par contre, est plus nuancée pour la BCE. Donc, voilà. Donc, je partage effectivement aussi là-dessus le même constat que Nicolas. Et justement, sur la BCE, Nicolas Dufresne, on l'entend souvent. Est-ce que la BCE, c'est l'Allemagne? Et auquel cas, si ça l'est quelque part, dans le sens où elle a la main avant tout donc sur la politique que mène finalement donc la BCE, est-ce que, premièrement, elle peut véritablement être indépendante? Et dans le cas où l'on voudrait un système monétaire dit démocratique, est-ce que ça serait possible aujourd'hui dans l'état de la construction européenne et notamment de la BCE? Alors, vaste question. Vous dites, par provocation, bien évidemment, la BCE est-elle allemande? Évidemment que non, la BCE, c'est nous tous. C'est-à-dire une banque centrale ne tire son pouvoir que de la confiance du peuple. Et c'est la même chose d'une monnaie, finalement. Une monnaie repose toujours sur la confiance d'une collectivité, repose toujours sur la confiance d'un peuple. Et c'est pour ça que finalement, Mais je me là, permets de vous couper. Est-ce que le fait que justement l'annulation des dettes que vous portez, notamment avec Monsieur Giraud, qui semble être rebutée par Madame Lagarde, est-ce que ça montre pas la frilosité qu'a notamment l'Allemagne à ne pas vouloir annuler ses dettes? oui, alors vous savez, ça c'est très paradoxal parce qu'en fait, en 1953, quel est le plus grand pays d'Europe qui a annulé les 2/3 de sa dette publique? Ben, c'est justement l'Allemagne. Voilà, donc alors c'était pas avec la BCE comme on propose aujourd'hui, les conditions économiques sont différentes, mais il faut bien comprendre que toute la prospérité allemande a été bâtie sur le fait que l'Allemagne a annulé les 2/3 de sa dette publique en 1953 avec l'accord de ses créanciers internationaux. Et aujourd'hui, l'Allemagne est le pays qui emprunte avec les taux les plus bas. Alors quand on dit les annulations de dettes publiques, en plus détenues par la BCE, bien sûr, hein, parce que ça ne concerne pas les marchés financiers, ça créerait des conditions catastrophiques sur les taux et tout ça. Bon, l'histoire nous démontre absolument l'inverse. Maintenant, si vous voulez, la construction européenne a mis l'indépendance des banques centrales justement au cœur de son projet parce qu'elle est elle-même issue d'une doctrine économique qui s'appelle le monétarisme. Et le monétarisme, c'est Milton Friedman, c'est toute une série d'auteurs, ont plaidé fortement pour que la politique monétaire soit coupée du politique, soit coupée de la politique budgétaire et que finalement, on n'ait aucun moyen d'y toucher. Et les auteurs de Milton Friedman le disaient très simplement. En gros, ils disaient si vous laissez faire les politiques avec la création monétaire, avec la banque centrale, et ben en fait, ils vont créer de la monnaie n'importe comment, ça va très mal se finir, ça va se finir en hyperinflation. Et vous savez comme c'est, l'hyperinflation, il utilise lui-même cette image. C'est un peu comme une soirée alcoolisée. Au début, ça fait du bien, tout le monde est content, voilà. Et le lendemain, tout le monde a la gueule de bois parce qu'on est allé trop loin. Bon, c'est Milton Friedman qui utilise cette image-là. Or, ce qu'on constate, et
c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que finalement, oui, on a coupé la création monétaire des États, mais on l'a confiée à fond aux banques, aux marchés financiers qui, eux, ont la gueule de bois tous les jours. Et nous, enfin, qui eux ont l'euphorie, si vous voulez, l'euphorie irrationnelle des marchés, et c'est nous qui payons la gueule de bois le lendemain des crises financières. Bon, donc voilà, donc là, effectivement, on ne va pas se mentir, il y a des difficultés institutionnelles. C'est difficile aujourd'hui, dans l'état des traités européens, dans l'état de la construction européenne, de faire changer la politique monétaire. La réaction de la BCE à la question de l'annulation le montre, parce que personne ne peut la forcer. Hein, c'est l'article 130 du traité. Personne, aucun État ne peut donner des instructions à la Banque centrale européenne. Ça, en démocratie, c'est juste pas normal. Voilà, donc il y aura des choses à changer, bien sûr. Vous souhaitiez rebondir, Hubert de Vauplain? Oh, un point, mais je pense que ce n'est pas un point de désaccord, c'est juste un point de clarification. La création monétaire par les banques commerciales, j'allais dire, c'est le principe même de la banque commerciale. Lorsqu'on octroie un crédit, je crée de la masse monétaire. Donc, par construction, une banque commerciale participe à la création monétaire, non pas à la politique monétaire, mais à la création monétaire. Et la manière dont, il y a longtemps, très longtemps, c'est-à-dire encore jusqu'au début des années 80, on réglait ceci, c'était par des quotas d'octroi de crédit. Les banquiers tous les ans allaient, non pas à Bercy parce que ça n'existait pas encore, mais allaient au Louvre et allaient demander chaque année un genou à terre devant le ministre de l'économie et des finances la part de crédit qui leur serait octroyée par rapport à l'année précédente. Ce qu'on appelait l'encadrement du crédit. Système, je suis un peu provocateur, mais un peu soviétique. Donc, heureusement, on n'en est plus là. Alors, est-ce qu'on est allé dans l'autre sens, où il n'y a plus de contrôle, non pas de la création monétaire, mais de la politique monétaire? Je crois que c'est là le point. Hein, et je ne pense pas que c'est un point de divergence avec Nicolas. La création monétaire, ce n'est pas uniquement, d'ailleurs, la grande masse monétaire, elle vient des crédits, donc des banques commerciales. Par contre, le contrôle de la masse monétaire, je sais que c'est un point que Nicolas aussi est sensible, c'est que justement, ce contrôle de la masse monétaire par les banques commerciales, sans tomber dans ce qui se passait dans les années 80 et avant avec ces quotas, il y a quand même un sujet, c'est qu'il est difficile de contrôler l'évolution de cette masse monétaire. Mais donc, voilà, c'était juste ce petit point que je voulais clarifier. C'est le rôle d'une banque par construction, hein, de financer l'économie. Ce n'est pas le rôle de la Banque centrale directement. Et une banque commerciale, elle le fait comment? Par l'octroi de crédit. Tout à fait d'accord avec Hubert, mais juste une petite parenthèse pour rebondir sur ce point, qui est que la création monétaire, justement, par le crédit, finalement, commence à reculer de plus en plus. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quelque chose qui monte de manière exponentielle, c'est la création monétaire par les achats d'actifs. Et c'est là qu'on voit un des signes de la financiarisation de l'économie. Et maintenant, vous avez, pour les grandes banques commerciales, la moitié de leur bilan qui n'est plus composé de crédit, mais qui est composé d'actifs financiers. Donc, vous voyez, le métier des banques change très fortement quand même. Voilà. Dans ces actifs financiers, Nicolas, une grande part reste quand même des titres de la dette publique. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, faut faire attention, ils ne sont pas en train d'investir dans des hedge funds ou autres. Le bilan des banques, non mais aussi, mais quand on regarde le détail, c'est quand même, reste encore largement des titres considérés comme solides puisque ce sont des titres d'État. Ok. Donc, je pense que là, on a vraiment le prisme et toute la perspective de notre système monétaire actuel, notamment d'un système monétaire, si je peux me permettre, plutôt centralisé. On va aller tendre un peu plus vers la décentralisation et notamment avec Bitcoin. Est-ce que selon vous, donc Hubert de Vauplain, Bitcoin en tant que monnaie privée permettrait d'une part d'acquérir notre propre souveraineté monétaire, comme on l'entend souvent par ses caractéristiques, mais aussi de sortir du système des banques centrales? Alors, il est assez curieux de voir que la notion de souveraineté monétaire est une notion très évanescente. C'est-à-dire que c'est une notion où finalement,
On y met un peu ce qu'on veut. C'est peut-être pas une auberge espagnole, mais on y met un petit peu ce qu'on veut. En tous les cas, dans souveraineté monétaire, il y a un mot important qui est souveraineté. Et dans l'approche assez classique sur la notion de souveraineté, c'est quand même lié au pouvoir, donc à l'État. C'est-à-dire parler d'une souveraineté sans pouvoir, c'est un peu curieux. Donc la souveraineté, elle est quand même, que ce soit chez Hobbes, Locke, Rousseau ou autres, c'est les attributs tout de même du pouvoir. Alors après, cette souveraineté, elle peut être populaire, elle peut être divine, ce que vous voulez, etc. Mais bon, donc la souveraineté est un attribut de l'État et la souveraineté monétaire est donc un autre attribut de l'État. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, le Bitcoin n'étant pas lié à un État, parler de souveraineté monétaire et de Bitcoin, c'est sans doute un oxymore. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'oppose. Donc, effectivement, la logique libertarienne au départ du Bitcoin de s'affranchir de l'État, pour tout un tas de raisons, c'est celle qui est de dire, mais je n'ai pas besoin en matière de paiement et d'une manière générale dans mes relations avec autrui, d'avoir une banque qui me dise comment je dois payer, etc. Donc, si la question réside sur le Bitcoin, nouvelle monnaie mondiale, on en reviendra peut-être aussi tout à l'heure, c'est pas parce que je peux payer avec du Bitcoin ou avec des coquillages ou avec de l'or que je remplace la monnaie en tant qu'attribut de souveraineté monétaire. C'est-à-dire que moi, dans mon jeune temps, quand je franchissais la frontière et que j'allais en Italie sur les autoroutes, on nous rendait la monnaie avec des petits bonbons sur les autoroutes. Parce que, voilà, il n'y avait plus de monnaie, je ne sais pas quoi, voilà. Personne ne contestait que ces bonbons n'étaient pas de la monnaie. Et pourtant, on nous rendait la monnaie avec des petits bonbons. Donc, c'était accepté. Pour autant, ce n'était pas une monnaie, c'est-à-dire que, et c'est là où il y a un débat intéressant des économistes versus les monétaristes et parfois même les juristes. Si une monnaie, c'est ce qui permet d'acheter, de vendre, donc de faire un échange avec une contrepartie monétaire, cette monnaie peut être, encore une fois, un coquillage, un bonbon ou autre chose, du moment que l'autre partie accepte cette représentation de la valeur et de la contre-valeur monétaire de ce qu'il achète ou de ce qu'il vend. Mais ce qui manque au Bitcoin et ce qui manquera toujours au Bitcoin, et là on est dans l'approche importante justement sur centralisation versus décentralisation, c'est qu'une monnaie au sens juridique, elle a ce qu'on appelle un pouvoir libératoire. Un cours légal et un pouvoir libératoire. Mais surtout, ce qui m'intéresse en tant que juriste, c'est la notion de pouvoir libératoire. Ça veut dire quoi, le pouvoir libératoire? Si vous allez voir un article inconnu de tout le monde, qui est l'article 111-1 du Code monétaire et financier, qui nous dit « La monnaie de la République française est l'euro ». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne peux payer ma taxe, mes impôts, qu'en euros. Et seul l'euro est reconnu comme effaçant une dette monétaire, au sens juridique du mot. Ça ne veut pas dire que vous et moi, Valentin, on peut se dire qu'on accepte un bonbon ou un bitcoin pour effacer nos dettes. Mais ça ne sera valable qu'entre vous et moi. Ça ne sera pas opposable à des tiers, en particulier à l'État. Donc, oui, tout ça pour terminer, pour dire que le bitcoin va-t-il ou non se substituer aux monnaies légales qui existent? Je ne pense pas qu'il faille poser la question sous cet angle-là. Il y a souvent et toujours, je ne sais pas, je n'aime pas dire toujours et jamais, mais il y a régulièrement eu des formes monétaires différentes des monnaies de banque centrale. Le Bitcoin en est une. Remplacera-t-il les monnaies des banques centrales? Je suis convaincu que non. Ok. Et justement, dans le sens de Bitcoin en tant que monnaie, parce que souvent certains s'hérissent à entendre le lien entre ces deux mots, donc Bitcoin en tant que monnaie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, donc je pose la question à vous deux et je vous laisserai la parole en premier, Hubert de Vauplane. Est-ce que Bitcoin remplit ou non des fonctions, les fonctions de la monnaie, à savoir l'unité de compte, la réserve de valeur et intermédiaire d'échange, ou non? Et si oui, lesquels? Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, le dollar finalement est de plus en plus dévalué, donc sa fonction de réserve de valeur se perd de plus en plus. Et c'est ce qu'on voit avec notamment les investissements de micro-stratégie dans le Bitcoin. C'est pour conserver déplacer leur trésorerie qui
pourrait s'amenuiser si elle restait dans le dollar? Oui, comment dire, je ne suis pas convaincu que la baisse de l'utilisation du dollar, et de quelle baisse parle-t-on? Parce que je voudrais par exemple qu'on parle des réserves de change, la baisse d'utilisation du dollar soit remplacée aujourd'hui par le bitcoin ou autre. Non, c'est plutôt par d'autres devises. C'est intéressant de voir d'ailleurs là-dessus, c'est un critère comme un autre, hein. Vous regardez l'évolution des réserves de change des grandes banques centrales. Vous allez me dire, c'est les banques centrales, par définition, c'est centralisé. Oui, mais enfin, c'est bon. Vous avez vu d'ailleurs, j'avais posté un lien là sur LinkedIn, comme quoi il y a une pétition qui a été mise en ligne pour autoriser la Banque de France à avoir dans ses actifs des bitcoins. C'était assez amusant. Donc, ça fait partie des pétitions qu'on peut déposer au Parlement. Bref, quand vous regardez l'évolution depuis 2009 des réserves des banques centrales, grosso modo, la part du dollar n'a pas changé, entre 62 et 67%. En tous les cas, les 2 tiers des réserves. L'euro n'a pas cessé de baisser, d'un peu moins de 30%, je crois, 27, 28%, à peine 20% aujourd'hui. Et qu'est-ce qui monte? Ce sont d'autres devises. Le yen, bien sûr, et puis le yuan ou autre, etc. Mais donc, dans la grande masse des réserves, qui sont certes les réserves des banques centrales, le dollar reste prédominant. Et donc, ce n'est pas parce qu'on voit dans certaines catégories d'opérations une moindre utilisation du dollar qu'il ne reste pas prédominant comme monnaie d'échange internationale, comme monnaie d'échange du commerce international, comme monnaie d'investissement, comme monnaie de référence, et maintenant même, et pas maintenant, et depuis très longtemps, encore une fois, comme monnaie de réserve. Par contre, l'euro, de ce point de vue-là, n'est pas un succès, je dirais même, c'est sans doute un échec, puisque sa part n'arrête pas de baisser. Ok. Et quant à vous, Nicolas Dufresne, quel lien, et si oui ou non, faites-vous un lien entre Bitcoin et surtout Bitcoin en tant que monnaie? De quel angle le voyez-vous? Alors déjà, je partage vraiment ce qu'a dit Hubert au départ sur la question de la souveraineté monétaire. Qu'est-ce que la souveraineté monétaire? Je vais vous donner un exemple très simple, en fait, qui est bien illustré dans le livre de David Graeber, la dette, les 5000 5000 ans d'histoire. 5000 ans d'histoire, voilà. Il raconte comment les Français arrivent à Madagascar, en fait. Bon, à Madagascar, il y a des échanges, voilà. Ils colonisent le territoire et puis ils disent à toute la population, maintenant, vous allez payer vos impôts en francs, vous allez être soumis à l'impôt. Et pour payer vos impôts, eh ben, vous allez devoir le payer en francs. Eh ben, c'est ça, si vous voulez, la souveraineté monétaire, pour le dire de manière un peu brutale et peut-être un peu caricaturale, mais en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que vous avez quelqu'un, une armée derrière Bitcoin? Vous savez, une époque, on disait le Vatican, combien de divisions? Bon, et ben là, c'est un peu pareil. Bitcoin, combien de divisions? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire que il faut payer en Bitcoin, il faut imposer le paiement en Bitcoin? Non. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, il est évident qu'il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté, c'est un attribut de l'État qui est lié à la force publique, etc. Bon, maintenant, une monnaie, c'est pas seulement effectivement la souveraineté ne suffit pas pour définir une monnaie, puisqu'il y a la question aussi de la confiance de la population. Or, c'est vrai que si une monnaie, quelle qu'elle soit, alternative, se met à avoir la confiance de la population, et ben pourquoi pas, à un moment, elle peut remplir certains des attributs de la monnaie, c'est-à-dire un instrument d'échange, etc. Il y a même des gens, des penseurs, hein, vous savez, par exemple, Friedrich von Hayek, qui avait écrit un livre très célèbre qui s'appelle The Denationalization of Money, donc en 1976, qui dit finalement
la monnaie n'a pas du tout à être liée à l'État. Il faut qu'il y ait une concurrence complète des monnaies. Il faut que chaque banque puisse créer de la monnaie comme elle veut. Et puis, en fait, même pas que les banques, en fait, tous les citoyens, tous les groupes, voilà. Et c'est j'allais dire, c'est la population, mais finalement, c'est un petit peu plutôt le marché qui va trancher tout ça et qui va finir par s'accorder sur là où les monnaies qui sont les plus efficaces. Bon, et bien ça, je vais peut-être décevoir certains de nos auditeurs, mais moi je trouve que c'est particulièrement dangereux et d'ailleurs ça a déjà été expérimenté dans l'histoire. Il ne faut pas croire que parce que la technique est nouvelle, eh bien, la question monétaire qui est posée est aussi nouvelle. Ce n'est pas le cas. Au 19e siècle, on a déjà eu des systèmes de ce genre qu'on a appelé le free banking. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Écosse, où on avait des systèmes monétaires qui étaient vraiment complètement décentralisés et où des acteurs divers et variés pouvaient s'accaparer le droit de créer de la monnaie et finalement de les utiliser. Par exemple, à l'époque j'allais dire du Far West, hein, des westerns, ben, vous aviez souvent des villes en fait qui utilisaient leur propre dollar, qui n'était pas le même que dans la ville d'à côté, etc. Et ben ça, qu'est-ce que ça a produit comme effet? Ça a produit que on a eu des frictions sur les taux de conversion d'une monnaie à l'autre. On a eu des difficultés, en effet, à créer des réserves. On n'avait pas un prêteur en dernier ressort, qui est le rôle d'une banque centrale, si vraiment il y a une grosse crise financière, de remettre le système à flot en exerçant un rôle de prêteur en dernier ressort. Et tout ça, quand vous êtes dans un système complètement décentralisé sans centre, eh ben, ça disparaît et du coup, vous vous exposez à quand même pas mal de difficultés. Et c'est justement par rapport à ces difficultés-là qu'ont été créées dans la deuxième moitié du 19e et au début du 20e, les banques centrales. C'est en réaction à des problèmes qu'on a déjà connus. Et là, par un espèce de balancier un petit peu étrange, faut bien le dire, de l'histoire, on revient un petit peu sur des questions qui finalement ne sont pas nouvelles. Voilà. Alors le Bitcoin, eh bien, il a des avantages incroyables dans le sens où il a fait naître un écosystème de technologies, la blockchain, toute une série d'innovations, ça a dérivé vers les smart contracts, les ICO, tout ça. Mais justement, quand on a fait la mission Persson à l'Assemblée nationale, ben, on était très embêtés parce qu'il n'y avait pas de définition de ce qu'étaient ces objets-là. Et c'est justement, c'est là, et ça a été formalisé dans la loi Pacte après, qu'on a dit, ben, ce n'est pas une monnaie, parce que comme l'a rappelé Hubert, eh ben, la monnaie, c'est l'euro. Et ça, c'est un acte de souveraineté monétaire, justement. Et ben, on a dit, c'est des cryptoactifs, donc ce n'est pas des monnaies. C'est des actifs. Et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est toujours les mêmes actifs. Il y a des actifs très, très différents. Bon, ça on ne va pas rentrer trop dans le détail à ce stade-là. Mais voilà. Et les monnaies locales, je vois qu'il y a une question très intéressante parce que justement, les monnaies locales, il y a une différence fondamentale. Et cette différence fondamentale, c'est quoi? C'est que toutes les monnaies locales doivent être convertibles à 1 pour 1. Et c'est vraiment une règle de conversion stricte. Hein, c'est un peu la même que pour les stablecoins, si vous voulez. C'est-à-dire c'est du 1 pour 1. Et donc, ces monnaies-là ne viennent pas en plus du système monétaire officiel, elles viennent en complément. Et c'est pour ça que le terme de monnaie complémentaire est plus adapté. Et les monnaies locales ont un intérêt très grand. L'intérêt très grand, bah, c'est qu'à partir du moment où vous convertissez de la monnaie officielle en monnaie locale, vous êtes certain que vous allez pouvoir l'utiliser sur un territoire. Vous êtes certain que sur ce territoire, il va y avoir une accélération de la vitesse de circulation de cette monnaie, que vous allez pouvoir régler les échanges plus facilement.
Ça aussi, c'est testé depuis très longtemps et aujourd'hui, c'est encadré. En France, c'est la loi Hamon qui a encadré ça. Voilà, mais on n'est pas dans la même problématique que véritablement les cryptoactifs qui appartiennent à un ordre monétaire différent. Et c'est particulièrement le cas, évidemment, pour le Bitcoin, mais aussi pour le Libra et pour un certain nombre de cryptoactifs dont on pourra reparler. Voilà, je vais Et pas on être reviendra sur le sujet des stablecoins, mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur le dollar, puisqu'on a parlé rapidement du dollar. Est-ce que vous pensez que le dollar aujourd'hui, non, mais peut-être à court voire moyen terme, peut s'effondrer? Et donc, il y aura probablement une guerre des monnaies. J'aimerais surtout votre avis sur peut-il ou non y avoir une guerre des monnaies et est-ce que ça sera avec des monnaies uniquement publiques, donc le yuan numérique probablement, l'euro probablement également l'euro numérique et d'autres monnaies privées. Et quel est votre avis sur justement ce dollar et le potentiel ou non qu'il y ait une guerre des monnaies? Nicolas Dufresne. Alors, le dollar ne s'effondrera pas au sens où il disparaîtrait. En fait, il faut faire attention parce que souvent, les personnes qui disent le dollar est en train de s'effondrer, c'est qu'ils comparent, et on voit ça parfois, ils disent, regardez, l'or, ça valait 100 $, je ne sais pas, au début du 19e siècle, et aujourd'hui, l'or, ça vaut 4000 $, donc il y a eu une inflation terrible, et donc, le dollar a perdu toute sa valeur. Mais en fait, ça, fondamentalement, ça n'a aucune importance. Peu importe que si vous voulez, une monnaie, c'est toujours relatif. C'est toujours relatif. Et à partir du moment où vous pouvez l'utiliser pour des transactions, pour payer des salaires, pour organiser un système monétaire, tout simplement, finalement, sa valeur par rapport à des actifs comme l'or ou par rapport à d'autres choses, c'est pas là que c'est véritablement très important. Là où ça peut devenir problématique, et c'est la question de la guerre des monnaies, c'est quand vous avez des monnaies qui sont capables d'un coup de s'effondrer complètement par rapport aux autres monnaies. C'est là, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on voit généralement, par exemple, c'est ce qu'on a vu en Argentine, c'est ce qu'on a vu au Liban, en Turquie, là on a un certain nombre d'exemples, on en a régulièrement d'ailleurs, et alors là, bah, le problème, d'une part, c'est que c'est souvent des monnaies qui n'étaient pas vraiment des monnaies souveraines, qui étaient des monnaies qui étaient adossées à d'autres monnaies. Hein, en Amérique latine, bah, c'est particulièrement clair. C'était ce qu'on appelle les currency boards avec le dollar, voilà. Ou alors des pays qui se retrouvent à épuisement complet de leurs réserves de change et qui ne sont plus capables de défendre la parité de leur monnaie sur le marché d'échange. C'est ce qui pourrait se passer demain en Algérie, par exemple, ou dans d'autres pays. Voilà. Et donc, ça, c'est lié à des conditions économiques externes. Ce n'est pas vraiment les monnaies en soi. Les monnaies sont comment dire, la traduction, le réceptacle de ces déséquilibres macroéconomiques qui peuvent se former et qui peuvent effectivement conduire à des effondrements complets. Mais sur le dollar des États-Unis, avec les États-Unis qui ont une position toujours aussi forte, peu importe à quel point ils s'endettent à l'extérieur, peu importe le déficit de leur balance commerciale, il n'y a strictement aucun risque que le dollar s'effondre complètement au sens où il disparaîtrait et ne serait plus utilisé. Fondamentalement, le risque est bien plus grand sur l'euro que sur le dollar. Et parce que l'euro n'est pas justement une réelle monnaie souveraine comme peut l'être le dollar. Et quant à la guerre des monnaies, bah, la guerre des monnaies, elle ne va pas s'arrêter. Hein, on le voit avec la guerre entre le yuan et à peu près toutes les autres monnaies au monde. Bon, voilà, la guerre des monnaies, ça fait partie du jeu. Et on a, si vous voulez, des États ou des communautés d'États comme l'Union européenne qui ont complètement renoncé à utiliser l'arme du
du change qui ont dit, bon, nos monnaies vont flotter sur le marché des changes, on va plus s'en préoccuper. Bon, bah, faut pas s'étonner que tous les pays du monde ne jouent pas le jeu et que il y en ait d'autres qui, au contraire, utilisent leur politique monétaire pour favoriser leurs exportations, leurs positions extérieures, etc. Mais ça ne s'arrêtera pas, ça continuera et vous aurez même des guerres des monnaies sur les cryptoactifs, vous en avez déjà d'ailleurs. Dès lors que vous avez des étalons de mesure, ceux-ci sont toujours en concurrence les uns avec les autres. Et dans le cas de la scène du système monétaire international, ça traduit aussi des rivalités entre États. Ok. Maintenant, on va basculer sur le sujet des monnaies numériques de banque centrale. Pour l'introduire, je vais notamment parler du fait qu'aujourd'hui, donc, on pourrait avoir un euro numérique d'ici les 5 prochaines années qui soit véritablement opérationnel. Cependant, donc, on a eu une consultation d'ailleurs récemment qui a été mise en place par la Commission européenne. Est-ce que puisque c'est un sujet assez brûlant, dans le sens où il y a quand même un risque majeur, du moins tel que je le vois, et tel qu'il peut être dénoncé parfois. Est-ce que la monnaie numérique de banque centrale, ou donc l'euro numérique, n'est-il pas finalement un moyen d'accroître, d'exacerber encore plus le contrôle sur les individus, sur les citoyens, ou est-ce que finalement, c'est pas un atout assez efficace pour les flux internationaux, ou du moins les flux avec l'euro, et notamment pour utiliser la traçabilité, la blockchain, pour lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Donc j'aimerais votre avis à tous les deux sur le sujet, et je vais redonner la parole à Hubert de Beauplan. En fait, votre question, elle est parfaitement dans la suite du point précédent, dans la bataille des monnaies. La bataille des monnaies, c'est deux choses. C'est la bataille des monnaies, c'est-à-dire la valeur d'un actif par rapport à un autre actif, qui monte ou qui descend, et la bataille des monnaies dans le sens l'utilisation qui est faite d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. On voit ça aussi dans le monde des cryptoactifs, lorsqu'on compare assez bien l'évolution que le volume, Bitcoin, Ether et tout autre cryptoactif. Donc, l'euro numérique, peut-être demain le dollar numérique et certainement le yuan numérique, les raisons de leur création, il y a ce qu'on lit clairement dans le document de la BCE, il y a ce qu'on ne lit pas, mais dont on se doute, et puis il y a ce qu'on ne lit pas du côté chinois et dont on se doute encore plus fort. Et commençons par les Chinois parce que c'est un point important. Vous savez tous que la Chine avait banni, au sens aussi bien latin qu'anglais du mot, avait banni les ICO de son territoire, et pas parce que c'était immoral, pas parce que c'était un jeu, parce qu'on sait tous que c'est une partie intégrante de la culture chinoise, mais pour une raison toute simple, c'est que en permettant d'investir dans des actifs via des cryptoactifs, via des crypto-monnaies, on contournait la réglementation d'échange chinoise, qui est un point fondamental de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine. Et que donc, de ce fait, il y avait plus ce contrôle dont on parlait, ce contrôle par l'État d'un actif qui était utilisé comme monnaie pour payer, pour investir ou pour échanger contre quelque chose. Donc, ce n'était pas, encore une fois, pour une raison morale ou pour une raison juridique, c'était vraiment pour le contrôle de sa souveraineté monétaire. La manière et la réponse de la Chine à tout ceci, on le voit bien avec les prochains Jeux olympiques aussi, puisqu'on nous dit que ce sera là que sera utilisé pour la première fois en grandeur nature un yuan numérique, c'est de nous dire que le yuan numérique, toujours dans le plan chinois, il aura vocation à être utilisé, entendez, petit à petit à remplacer, à être utilisé dans les échanges nationaux d'abord et internationaux ensuite, au lieu et place, alors nationaux du yuan physique, si je puis dire, et internationaux du dollar. Autrement dit, on ne peut pas on ne peut pas remplacer le dollar comme valeur d'échange et comme monnaie d'échange mondiale qu'elle représente aujourd'hui du jour au lendemain. Il faut d'abord une utilisation sur son territoire et ensuite il faut que ça accompagne le commerce international. Le commerce international, il est physique aujourd'hui, non pas les 10 prochaines années, mais sans doute dans 2 ou 3 générations, qui est l'horizon plutôt chinois, le commerce sera sans doute plus, je ne sais pas si ce sera majoritairement, mais beaucoup plus numérique. Et donc le commerce numérique ne va pas s'accommoder
d'un paiement physique, même si ce paiement est aujourd'hui en partie dématérialisé par les réseaux SWIFT et pour nous, simple mortel, par carte bancaire ou autre, etc. Il n'en demeure pas moins que ça reste des réseaux de paiement avec de la monnaie non digitale. Donc, l'idée de la monnaie digitale, aussi bien le yuan que l'euro, alors il paraît, faire attention, il faut plus parler d'euro numérique que d'euro digital, parce que sinon, c'est plus un anglicisme. Enfin, passons. Donc, l'euro numérique ou l'euro digital, tout comme le yuan, ce n'est pas pour un usage demain anecdotique, même important dont on pourra parler sur l'inclusion financière, non pas que l'inclusion soit anecdotique, mais que la manière d'y répondre par l'euro digital me semble anecdotique. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. C'est d'accompagner la numérisation de l'économie, laquelle aura de plus en plus besoin d'un euro numérique digital. Je prends un exemple. Vous achetez une maison, un appartement ou ce que vous voulez, un bien immobilier. Vous faites quoi? Vous allez chez le notaire, vous signez le contrat avec le notaire. Et vous savez bien que quand vous signez avec le notaire, il faut s'assurer que les fonds soient déjà arrivés chez le notaire, donc à la caisse des dépôts. Donc vous avez d'une part la signature chez le notaire, bout de papier, et d'autre part le virement dans la banque qui arrive chez le compte du notaire. Et ce n'est parce que l'argent est arrivé chez le notaire, à la caisse des dépôts, dans le compte du notaire, que vous êtes bien, à la fin, pour faire l'échange, en quelque sorte, vous êtes bien devenu propriétaire. Avec un euro numérique ou une monnaie numérique, vous mettez tout ça dans un smart contract. Ça fait une pierre deux coups. Vous avez à la fois le paiement et le transfert de propriété qui s'effectuent en même temps. Ce n'est pas demain ce dont je parle. Vous savez déjà qu'aujourd'hui, ce genre de transaction existe. Mais si vous le faites non plus avec de l'Ether, mais si vous le faites sur une monnaie légale comme l'euro, eh bien évidemment, cet euro va accompagner la digitalisation des services et peut-être même aussi du reste de l'économie, puisque ça va permettre de mettre deux en un, dans l'exemple que je prenais, qui est à la fois le paiement et l'acte d'achat. Donc, ce combat monétaire et à quoi sert l'euro numérique et demain ces monnaies numériques, il y a d'abord une question, et vous avez raison, de réaffirmation de la souveraineté monétaire en disant je ne vais pas laisser la place au diem, feu Libra ou toute autre monnaie privée. Ce n'est pas leur rôle. Nous, États, on va affirmer notre souveraineté de la sorte et on va l'affirmer positivement avec de l'euro numérique, négativement en interdisant à ces gens-là de faire un métier de banquier central. Et on le voit bien, on en parlera peut-être avec le Stable Act américain qui est de ce point de vue-là assez proche que le projet de règlement MiCA européen, qui est de dire la création monétaire, c'est quelque chose de sérieux, donc n'importe qui ne peut pas le faire. Et donc, réaffirmation de la souveraineté monétaire par l'euro numérique, c'est certain, et en même temps, accompagnement de ce vaste mouvement de numérisation de l'économie. Et derrière l'accompagnement de cette numérisation de l'économie, c'est aussi la place prochaine de ce que sera la monnaie des transactions numériques, pas dans 10 ans, dans 20, dans 30, dans 40 ans, peut-être au lieu de place du dollar, si le dollar ne suit pas ce mouvement. Donc, il y a à la fois une réponse court terme, encore une fois, je réaffirme ma souveraineté, une réponse moyen terme, c'est j'accompagne la numérisation, la digitalisation de l'économie, et une vision long terme, quelle sera demain la monnaie internationale des transactions numériques. Je me replace en tant qu'acteur économique, donc notamment en tant que ménage. Donc, pour revenir un peu sur l'idée du traçage monétaire, est-ce qu'aujourd'hui, donc à l'inverse, le fait qu'on aurait probablement donc, cette monnaie numérique sur blockchain, on perdrait de l'anonymat? Ou du moins, cette digitalisation, cette numérisation, comme vous en parliez, c'est aussi un levier pour faire disparaître plus rapidement le cash. Est-ce que donc, en ce sens, les crypto-monnaies ne risquent-elles pas, ou risquer, ou au contraire, ne vont pas-elles bénéficier de ce manque d'anonymat dans les transactions? Hubert de Vauplane. Alors, encore une fois, il y a le discours, il y a ce qui est écrit, et puis il y a ce que vous dites. Donc, quand on lit le document de la BCE, elle a déjà préempté ce sujet en disant tout ceci se fera dans le respect du règlement RGPD, de la protection des données personnelles, etc. etc. En fait, derrière les grandes déclarations, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Donc, il y a, entre guillemets, une vision peut-être un peu conspirateur, un peu
très comment dire, négative de la vision qui est de dire grâce à l'euro numérique, on va tracer demain tous nos achats. Il y aura donc un lien direct entre la BCE et l'administration fiscale. Peut-être ça peut arriver dans certains pays, dans nos démocraties, si elles jouent encore un rôle de démocratie, j'ai peine à le croire. Donc ce discours qui dit attention, demain, on va pouvoir tracer avec un euro numérique l'ensemble de nos patrimoines, de nos transactions, y compris avec un lien vers qui la police, qui l'administration fiscale, etc. C'est un danger. C'est un danger. Dans une démocratie comme le sont les nôtres, je pense que c'est un danger qui est largement maîtrisable. Maintenant, ça ne traite pas la question. Quel sera l'euro numérique? Est-ce que l'euro numérique va emprunter les caractéristiques de l'euro fiduciaire, totalement anonyme? Il y a beaucoup plus comment dire, de blanchiment par du dollar physique ou de l'euro physique que par des bitcoins, hein, bien évidemment. Alors après, on nous dit, ouais, mais en proportion, machin. Bon, en tous les cas, l'euro ou le dollar fiduciaire, c'est totalement anonyme. Donc, est-ce que cet euro numérique sera totalement anonyme? Et là, on sent que, sans doute que non. Est-ce qu'il sera totalement nominatif? Ben, pas grand monde devrait l'utiliser dans ce cas-là. Donc, est-ce qu'il sera pseudonyme comme il est aujourd'hui? En tous les cas, comme l'est aujourd'hui plutôt les cryptoactifs et les crypto-monnaies, on a plutôt tendance à dire que ça devrait ressembler à de la pseudonymité plutôt que de l'anonymat ou de la nominativité. Le débat n'est pas tranché. Et c'est amusant parce que, Nicolas l'a rappelé, la monnaie, c'est d'avoir de la confiance. Et si vous n'avez pas confiance dans cette future monnaie, parce que soit on va dire je vais vous tracer partout, je perds totalement mon anonymat quand je fais des transactions, alors que je peux toujours avoir mon bas de laine, et comment faire un bas de laine numérique d'ailleurs, ou autre. Donc, cette confiance va nécessiter une dose d'anonymat. Est-ce qu'on va rester sur le caractère pseudonyme ou garder l'anonymat de la monnaie fiduciaire? C'est curieux que ce point soit pas encore relativement tranché. Mais vous avez raison, il y a quand même cette interrogation qui, je crois, est maîtrisable et dans laquelle on doit apporter des réponses positives dans des démocraties comme les nôtres, qui c'est un doute un petit peu plus questionnable dans d'autres pays. Et quant à vous, Nicolas Dufresne, sur l'euro numérique, quel regard portez-vous dessus? Alors, moi déjà, je vous livre une réflexion qui est un peu une sorte de constat, que finalement, on entre dans une période où le rôle de la monnaie, la place de la monnaie est questionné à la fois par le bas et par le haut. Et c'est ça qui est marrant, c'est que d'un côté, vous avez les cryptoactifs qui émergent, les monnaies locales complémentaires, toute une série de volontés d'avoir une décentralisation de la monnaie. Et donc, ça attaque le rôle des banques dans la création monétaire par le bas. Et d'un autre côté, eh ben, on réfléchit de plus en plus à ces monnaies numériques de banque centrale qui potentiellement, et ça j'insiste là-dessus, ça dépend comment on les fait, on pourra y revenir, mais potentiellement ça peut être vraiment une révolution. C'est-à-dire que, je m'explique, une monnaie numérique de banque centrale poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire une monnaie numérique de banque centrale qui permettrait à la banque centrale d'ouvrir des comptes directement aux citoyens, de faire des opérations de prêt et de crédit aux citoyens, voilà, de gérer en fait finalement la création et la destruction monétaire liées aux opérations de crédit. Et ben fondamentalement, si on pousse vraiment la logique jusqu'au bout, et ben le rôle des banques commerciales est questionné. On se demande, dans une logique comme ça, vraiment poussée au bout, que deviennent les banques commerciales? Est-ce qu'elles sont encore utiles? Ben, c'est pas évident. C'est pas évident. Et si vous voulez, il y a quelques banquiers centraux, même quelques banquiers tout court, qui commencent à venir voir le danger. Et il y avait eu un discours de Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui avait dit
Mais attendez, si on pousse vraiment la logique des monnaies numériques de banque centrale jusqu'au bout, ben, tous les gens vont retirer leurs dépôts des banques commerciales traditionnelles, ils vont se déporter vers des comptes à la banque centrale, pourquoi pas, et finalement, bah, ça va créer une crise financière parce que du coup, les banques, va y avoir un bank run, quoi. Bon. Voilà. Donc, et alors moi, j'y vois un certain nombre d'avantages quand même. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Il y a un premier avantage, si vous avez poussé cette logique-là, il y a un premier avantage, c'est que vous n'avez plus le risque de crise financière en chaîne qui est créé par le risque de liquidité. Pourquoi? Parce que ce que vous empruntez en fait aujourd'hui, hein, et ça revient à ce que je disais au début, c'est vous empruntez de l'euro BNP, de l'euro Société Générale, qui elles-mêmes doivent ensuite régler leurs comptes en monnaie centrale. Si tout ça, ça se passe dans une monnaie permanente, une monnaie pleine finalement, qui est l'euro numérique de banque centrale, eh bien vous n'avez plus ce risque de bank run. Vous pouvez avoir toutes les banques qui font faillite, la seule qui ne fera jamais faillite, bah, c'est la banque centrale et la monnaie lui sera adossée. Donc finalement, le risque de crise financière créée par des crises de liquidité en chaîne comme on a connu en 2008 et où vous avez ensuite des banques qui sont too big to fail, et ben, ça n'existe plus avec une généralisation de la monnaie numérique de banque centrale. Ensuite, vous avez un avantage considérable, c'est que vous permettez justement à la Banque centrale, comme je le disais au départ, de mener des opérations de politique monétaire qui ont un impact direct sur les citoyens, c'est-à-dire soit vous pouvez faire l'hélicoptère monnaie beaucoup plus facilement, soit vous pouvez du coup changer le taux directeur, et ça s'appliquera tout de suite sur le compte des particuliers. Donc vous avez une transmission de la politique monétaire qui sera bien plus directe avec des monnaies numériques de banque centrale. Vous avez effectivement des flux monétaires qui seront bien plus internationaux, qui seront bien plus simples à régler. C'était notamment l'ambition du Ripple, hein, du XRP, mais si vous avez des monnaies numériques de banque centrale, bah, ça se passe de manière encore plus, j'allais dire, encore plus fluide et plus simple. Vous avez aussi des données directes sur l'allocation de la masse monétaire, parce que comme tous les flux partiraient de la banque centrale et y reviendraient, vous savez précisément où est votre masse monétaire et dans quel secteur de l'économie il faut ralentir le crédit, dans quel autre il faut l'accélérer et tout ça. Donc franchement, je ne peux pas rentrer dans tous les détails là, mais une logique de monnaie numérique de banque centrale poussée jusqu'au bout, c'est potentiellement révolutionnaire, quoi. Il y a un truc vraiment… C'est pour ça que je n'y crois pas, Nicolas. Parce que Alors, voir bon, mais après justement, alors, tu as raison, c'est-à-dire qu'on n'en est pas du tout là. Là, tout ce que je viens de décrire, pour l'instant, c'est vraiment de la théorie. Et en fait, ce qu'on un constate… bâton de dynamite qui peut exploser, effectivement, comme tu l'as dit, avec cette logique que tu as décrite, qui est parfaitement d'ailleurs illustrée même dans les documents de la BCE, elle l'expose. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans son document de la fin de l'année dernière, elle ne ferme pas cette porte. Alors, quand on discute un peu par derrière, on sent que ce n'est pas l'option privilégiée. Pourquoi? Parce que pour tout un tas de raisons, parce que d'abord, tu l'as dit, ce serait une révolution au sens sans doute même premier du mot, c'est-à-dire que ça pourrait mettre à mal tout le système financier international. Alors Oui, peut-être c'est excuse-moi, bien, cher Hubert, mais le lobby bancaire veille. voilà. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas parce que j'ai passé plus de 20 ans dans la banque, mais il n'y a pas que ça. On oublie, je crois, là, dans cette vision, une autre vision de la banque commerciale qui n'est pas uniquement de distribuer la monnaie, et d'en financer l'économie, mais c'est aussi d'apprécier le risque de crédit. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne verras jamais une banque centrale, à mon sens, jouer le rôle d'une banque qui, note les emprunteurs et leur attribue un crédit et donc un intérêt en fonction du risque de perte. Et pour la bonne raison, ils ne savent pas faire, ce n'est pas leur métier. Et deux, ça veut dire que la banque centrale
accepterait de prendre des pertes sur les crédits consentis. Alors pourquoi pas? Mais j'allais dire, non seulement ils ne savent pas faire, mais ça me paraît, comment dire, pas du tout le rôle d'une banque centrale de prendre des pertes liées à des distributions de crédits. Et ça, c'est le boulot d'une banque commerciale. Mais c'est pour ça qu'un rôle intermédiaire, et peut-être qu'on s'y dirigera, pourrait être que finalement la monnaie numérique et les comptes des particuliers et des entreprises en monnaie numérique de banque centrale soient finalement sous-traités aux banques commerciales. Comme distributeurs. Voilà, qui seraient les distributeurs. D'ailleurs, il y a des projets comme ça déjà qui seraient les distributeurs et qui se feraient en fait rémunérer pour garantir cette bonne distribution, pour apprécier les risques et compagnie, Exactement. avec des directives qui nécessairement devrait quand même être donné par la Banque centrale. Et voilà. Donc, même si on passe par une étape intermédiaire comme ça, qui est probablement peut-être la plus probable à long terme, et ben, rien que ça constitue quand même une révolution, oui, parce que le rôle des banques changera. Oui, non, attends, là, je pense le risque, c'est de voir effectivement des conséquences assez directes sur les ressources et les emplois bancaires, et donc sur leur bilan, sur leur taille de bilan. Tu diras, bah, c'est peut-être, à la limite, c'est peut-être pas plus mal, mais au-delà de la taille de bilan, c'est sur leurs ressources et leurs emplois. Donc, c'est vrai qu'il y a une, si tu veux, ça me fait un peu penser, je prends toujours cette image, hein, aux constructeurs de carrosses qui ne sont jamais devenus des constructeurs de voitures. Ce que je veux dire par là, c'est que une révolution technologique fait qu'on peut rester du côté du chemin, et ça, c'est comment dire, le schéma extrême que tu évoquais tout à l'heure. Mais entre ce schéma extrême, il y a un schéma intermédiaire qui pourrait être le schéma le plus probable, et celui-là aura sans doute, certainement, même des effets puissants sur l'organisation et le fonctionnement des banques, pour les raisons que tu indiquais tout à l'heure. C'est certain. Parce que quand on revient à mon exemple ou à nos discussions sur la banque créatrice de monnaie scripturale qui le distribue et qui finalement, le seul contrôle, c'est par le prudentiel de la banque centrale, ici, il y aura sans doute un double contrôle prudentiel, mais plus que prudentiel. Oui, bien sûr, mais moi j'y vois aussi un avantage, hein, vraiment. Je pense que fondamentalement, moi je suis quand même assez partisan, si vous voulez, et ça répond peut-être à une question aussi qui a été posée. C'est-à-dire, je suis pour une décentralisation de la mise en œuvre, de la prise de décision, notamment de la création monétaire, mais je pense quand même qu'il faut une centralisation des grandes orientations de la politique monétaire. Le problème avec le tout décentralisation, en gros, je vais schématiser. Vous avez trois grands systèmes monétaires possibles. Vous avez un système monétaire intermédiaire. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez une banque centrale et des banques commerciales qui prennent les décisions, et une banque centrale qui joue le rôle de prêteur en dernier ressort. Vous avez un système monétaire complètement centralisé par ailleurs, et c'est par exemple la Gosbank de l'Union soviétique, où c'est la banque centrale qui s'occupe de tout, qui décide qui a le droit à un crédit, etc. Et ça ne se fait généralement que dans des régimes, pour pas dire dictatorial, en tout cas très forts et très centralisés par nature. Et vous avez une dernière possibilité qui est un système monétaire complètement décentralisé, où les monnaies peuvent émerger, disparaître sans aucun contrôle, être utilisées. Et ça, on retombe dans les errements du free banking. Et ben, franchement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de centralisation, d'un peu plus de socialisation plutôt. C'est-à-dire que plutôt qu'une centralisation bornée de la part de l'État, il faudrait aujourd'hui, vous savez, au moment de la libération, le Conseil national de la résistance avait inscrit dans son programme l'idée d'un parlement du crédit et de la monnaie. Et ben moi, je crois beaucoup dans cette idée. Je pense que la monnaie est un bien commun
et qu'elle ne peut donc pas être gérée par des petits groupes ici et là. Elle ne peut pas non plus être gérée complètement d'en haut par une entité étatique. Elle doit être gérée de manière socialisée. Et donc, il faudrait des comités du crédit, il faudrait voilà, une sorte de parlement du crédit, il faudrait associer les entrepreneurs, les citoyens, l'État, les collectivités, pour avoir véritablement dans la mise en œuvre sur les territoires, une décentralisation de la politique monétaire, mais en même temps avoir aussi au niveau national une véritable politique monétaire, ce qui n'est pas possible avec l'indépendance des banques centrales aujourd'hui. Et comme Hubert, je ne crois pas du tout au risque sur l'anonymat. Après tout, pourquoi ça serait plus risqué d'utiliser une monnaie numérique de banque centrale qu'aujourd'hui de donner à des grandes sociétés multinationales, des grandes banques multinationales, toutes nos données bancaires, toutes nos transactions. Finalement, moi, je préfère un contrôle public bien encadré par le Parlement, par des organismes de contrôle. Voilà. Ensuite, on a foi ou pas dans la démocratie et dans les organes qui la représentent. Moi, par nature, j'ai envie de dire, avec mon travail, j'ai plutôt envie d'avoir foi quand même dans la démocratie voilà, donc je ne pense pas effectivement que ce serait un risque. On a quand même des états de droit, on sait comment ne pas trop manipuler les données. Et finalement, nos données personnelles courent aujourd'hui beaucoup plus de risques avec les GAFAM qu'avec Justement, je voulais les États. venir au sujet des GAFAM. Je vous redonne la parole dans un instant. Vous parliez de décentralisation monétaire, notamment au niveau du fait que donc pas le confier à la superpuissance d'une banque centrale. Est-ce que vous le voyez comme une menace, une entreprise privée telle que Facebook, qui justement essaye d'implémenter sa propre monnaie à l'instar du Libra, devenu renommé Diem. Comment est-ce que vous le voyez, Nicolas Dufresne? Bah, le Libra, alors moi j'ai écrit un article vraiment assez détaillé, c'était à la fin 2019, et franchement je l'ai relu en préparant cette conférence, et je vous invite à lire, c'est sur le site de l'Institut Veblen, ça s'appelle Libra, risque de fragmentation monétaire, et franchement j'aurais dit exactement la même chose aujourd'hui, à savoir que bon, qu'est-ce qui se passe avec Libra? Vous avez en effet une société, d'ailleurs un groupement de sociétés, parce qu'il n'y a pas que Facebook, qui se met d'accord pour pour émettre une monnaie internationale, d'ailleurs avec un... Alors vous savez, ça aussi la symbolique est toujours parlante. La Libra, qu'est-ce que c'est? La Libra, c'est le signe de la justice. Hein, c'est la balance de la justice. Et quand vous regardez le document de Facebook, du consortium qui présente tout ça, il est décrit que la Libra devait être une monnaie bien commun de l'humanité, etc. Bon, enfin, c'est une blague, excusez-moi, mais enfin, le bien commun de l'humanité avec un consortium des plus grandes entreprises du monde, voilà, bon, il faut pas, faut quand même que les mots aient un sens. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous voudriez acheter du Libra, vous convertissez de la monnaie officielle, de l'euro, du yen, du dollar, pour obtenir en échange le Libra. Et toute la monnaie officielle qui est collectée de la sorte va abonder un fonds qui est géré par ce consortium. Et ce fonds-là a pour utilité première de stabiliser le cours de la monnaie. C'est pour ça que c'est un stablecoin, parce qu'une monnaie n'est jamais stable par nature. Il faut toujours un fonds qui permet de stabiliser via des achats, via l'offre et la demande, hein, tout simplement, comme sur le système monétaire international. Et donc, plus il y aura de Libra qui seront achetés et qui seront en circulation, plus ce fonds-là
sera puissant parce qu'il aura collecté des sommes en euros potentiellement gigantesques. Enfin, imaginez que je ne sais pas combien, 1 milliard d'utilisateurs, ou peut-être même plus de Facebook, mettent 10 euros s'ils en ont envie ou n'importe quoi. Enfin, très vite, on peut avoir un fonds absolument incroyable qui serait géré par un consortium d'entreprises qui pourrait influencer le cours des monnaies officielles, parce qu'il serait suffisamment puissant pour le faire, qui pourrait menacer des petits États en disant bah, écoutez, vous êtes gentils, il y a 60% de votre population maintenant qui utilise le Libra, donc en fait, les réglementations que vous allez appliquer dans votre pays, bah, ça va être celle de Facebook, ça va être celle du consortium. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah nous, on fait plonger votre monnaie et on vous retire le droit de la monnaie. Bon, ça, c'est pas possible. Ça, vous voyez, là, il y a une atteinte directe, une menace directe sur la souveraineté justement des États. Et c'est pour ça que les régulateurs ont réagi, y compris aux États-Unis, en Europe, et il faut réagir. On ne peut pas laisser, moi ça c'est ma conviction, on ne peut pas laisser ce genre de système-là se développer parce que là vraiment on a des menaces sur la souveraineté monétaire. Et justement, sur le point de la régulation, Hubert de Vauplane, sur le point américain avec le Stable Act, mais voire même sur ce qu'a réclamé récemment la BCE, puisqu'elle a réclamé un droit de veto sur tout stablecoin qui serait initié en zone euro. D'ailleurs, hier, le stablecoin du groupe Casino, avec notamment les équipes de Tezos, PwC, Société Générale et Coinhouse, vont sortir donc l'euro L. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette réglementation-là, que ce soit donc du point de vue du Stable Act, mais aussi du droit de veto réclamé par la BCE? On a une illustration de nos propos depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est cette reprise en main, je ne sais pas s'il y a reprise en main, c'est l'affirmation de cette souveraineté monétaire dont on parlait tout à l'heure. Alors, le Stable Act, il a été déposé, il en est loin par rapport à MiCA, si vous voulez. Donc, mais c'est intéressant parce que quand on regarde le contenu de Stable Act, grosso modo, c'est pas proche, mais enfin, c'est les mêmes idées qu'on retrouve dans la réglementation des stablecoins de MiCA, c'est-à-dire que c'est un sujet trop sérieux pour être laissé entre les mains de tout à chacun, et donc il faut, pour faire court, une licence bancaire. Donc, qui dit licence bancaire, dit donc contrôle du superviseur bancaire. Et on va revenir sur tout ce qu'on a dit. Donc, le Stable Act, c'est une réponse qui n'est pas encore officielle, puisque ce n'est qu'une proposition. Ce qui est plus intéressant, c'est à la fois la proposition MiCA européenne et effectivement les amendements proposés par la BCE dans le projet MiCA. Déjà que certains estimaient que le régime des stablecoins proposé par la Commission était particulièrement limitatif, les amendements de la BCE ne sont pas sur une grande ouverture sur ce point-là. Et donc, ce n'est que l'affirmation de ce pouvoir de souveraineté monétaire sur lequel, là aussi, je partage le point de vue de Nicolas. Le risque est trop grand, et c'est pour ça que je n'y crois pas à ce risque, parce qu'on va avoir des réactions comme la BCE. Le risque est trop grand de laisser se développer ce type de monnaie privée pour lesquelles les banquiers centraux affirmeront leur pouvoir, le cas échéant, cette fois-ci, avec un lien fort avec les gouvernements et les régulateurs. Ça passera de toute façon par des mesures régaliennes. Je vous rappelle, je cite toujours cet exemple, qui n'est pas un exemple d'ailleurs, qui est une illustration de ce que j'évoque dans le projet règlement MiCA. On a une des rares dispositions européennes, il y en a d'autres, qui soit vraiment extraterritoriale, puisqu'on nous dit le seul recours à l'euro dans un stablecoin justifie la compétence du droit européen, et alors même que l'émetteur du stablecoin, et alors même que les personnes qui utiliseraient le stablecoin en euros ne sont pas européens, eh bien le recours à la monnaie européenne justifie l'application de MiCA, et donc une supervision
par l'Union européenne et donc une licence, etc., etc. Donc, c'est intéressant parce on critiquait beaucoup les Américains pour avoir donné au dollar l'un des critères d'application du droit américain et donc une portée extraterritoriale pour des raisons politiques cette fois-ci, et nous pour des raisons d'affirmation de souveraineté monétaire, parce que, à titre personnel, je trouve ça parfaitement cohérent, hein, de dire, mais l'usage de l'euro ne peut pas être laissé à tout à chacun. Donc, vous voulez utiliser un euro dans un stablecoin, eh bien, il faudra d'abord passer par la porte de la régulation européenne. Alors, une fois qu'on a dit ça, le danger, parce que si j'ai dit que j'étais plutôt comment dire, dans cette vision, le danger est de fermer tout et de faire de l'Europe, comment dire, un endroit où l'innovation est assez limitée sur ces questions-là, parce qu'il faudra absolument passer par la case régulation, et à la limite, pourquoi pas, mais laquelle? Donc, on ne peut pas demander à des startups ou à même des entreprises qui ne sont pas des banques de rentrer immédiatement dans un carcan bancaire. Si je prends un exemple qui est totalement, qui n'est pas pertinent, mais qui est intéressant, les titres de paiement spéciaux, autrement dit les tickets restaurants. Ben, les tickets restaurants, on s'en sert tous les jours. Ce n'est pas de la monnaie. Hein. C'est d'ailleurs pas réglementé par la directive services de paiement, ni par la directive monnaie électronique. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette notion d'avoir un vecteur monétaire d'échange pour payer quelque chose ne conduit pas automatiquement à tomber dans la réglementation monétaire. La preuve, hein, les titres spéciaux de paiement ne le sont pas dedans. Donc, c'est bien d'affirmer la souveraineté monétaire. Attention non plus de ne pas tuer l'innovation. Et c'est cet équilibre qu'il faut retrouver. Alors, l'exemple de Casino, effectivement, dans le chat, on parlait de Carrefour. Non, c'est bien Casino qui a sorti. D'ailleurs, je m'interroge où se trouve l'établissement de monnaie électronique là-dedans, mais passons. C'est un bon d'achat, si vous voulez, peu importe la forme juridique qu'on lui donne. C'est mon bonbon des Italiennes tout à l'heure. C'est un truc qui n'a pas de valeur monétaire au sens, ce n'est pas de la monnaie légale. Sauf si c'était justement de la monnaie électronique. Mais je n'ai pas l'impression que c'est de la monnaie électronique. Donc la question, c'est est-ce que ça ressemble plus à un ticket restaurant? Est-ce que c'est de la monnaie au sens que ça doit être un pour un, et donc dans ce cas-là, c'est de la monnaie électronique? Qu'est-ce que c'est? Et on va voir des projets qui vont utiliser différentes formes, et c'est ça qui est plutôt une bonne chose. Il faut laisser la place à l'innovation. Certains voudront prendre la forme de stablecoin, d'autres voudront prendre la forme de la pure monnaie électronique, d'autres quelque chose qui en diffère et qui est plus un bon d'échange ou autre chose. Et encore une fois, il y a largement la place pour avoir des vecteurs de paiement qui ne soient pas toujours de la monnaie. Ok. Je oui, voudrais allez. juste, si vous me permettez, juste de rajouter un mot, c'est que quand on a eu, je suis d'accord avec ce qu'a dit Hubert, mais sur la question de l'innovation, quand on travaillait justement à l'Assemblée sur cette question du rapport Persson, on rencontrait un certain nombre d'acteurs, notamment d'acteurs qui avaient lancé des ICO, et on essayait vraiment de comprendre pourquoi, enfin, quelle était la plus-value. Il y a une plus-value qui est que au moment où vous lancez votre ICO, eh ben, la valeur du jeton peut décoller d'un coup et ça peut vous fournir, pour peu que vous en gardiez la maîtrise, qui est généralement le cas d'une partie, ça peut très vite vous fournir des liquidités très très importantes et donc un financement de l'innovation très très important. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est extrêmement risqué aussi pour ceux qui ont acheté et qui peuvent voir la valeur du jeton s'effondrer après. Bon, je citais Ripple tout à l'heure, il y en a beaucoup qui en ont fait les frais, quoi. Bon. Et puis surtout, il y a là une espèce de pari, il y a là une espèce de jeu finalement où on va lancer le truc et puis on va voir comment la valeur du jeton va évoluer. Mais fondamentalement,
si c'était simplement la facilité d'usage de trouver un financement, parce qu'il y avait un certain nombre d'investisseurs qui nous disaient aussi bah, c'est beaucoup plus facile, on fait notre truc et on se connecte directement et hop, on reçoit de la monnaie. Mais il y en avait un certain nombre qui nous disaient aussi bah, ça pourrait très bien se faire avec une monnaie numérique de banque centrale pour la facilité. On pourrait très bien avoir des ICO avec voilà. Et pareil pour les smart contracts. Donc du coup, il faut réfléchir quand même à vraiment quelle est la plus-value pour la société, pour le financement de l'innovation. Et sur la question justement de la finance décentralisée, enfin, faut faire attention aussi que, alors bon, c'est pas mon domaine de spécialité, donc je vais pas On va trop y venir justement à m'aventurer. la finance Voilà, décentralisée. je vais pas trop m'aventurer sur ce point, mais néanmoins, je constate, vous savez, à une époque, on disait sur l'administration, la bureaucratie grandit pour répondre aux besoins de la bureaucratie grandissante. Donc en fait, on disait ça parce qu'on avait un système après qui tournait un peu sur lui-même, quoi. Au moment où on crée de nouvelles fonctions administratives pour répondre à des fonctions administratives qui a été créées. Il faudrait faire attention. Je crois, c'est pas ma spécialité, mais de ce que j'observe parfois un petit peu comme un observateur extérieur, que la finance décentralisée tombe pas dans ce piège de répondre finalement, où on voit beaucoup de choses qui se lancent, bah, c'est pour répondre au problème de l'innovation qui a été lancée par un tel, et donc il faut le connecter avec l'innovation d'un tel, etc. Bon, enfin voilà, c'est une réflexion un peu gratuite. Ben, on va justement aborder le dernier point de cet entretien, donc au niveau de la finance décentralisée, donc avec vous, Hubert Novoplan. Est-ce que la finance décentralisée ou DeFi, c'est un feu de paille, ou est-ce que vraiment ça peut être un acteur de substitution par rapport aux acteurs bancaires, voire à certaines fonctions qu'ils apportent, bien qu'ils ne puissent pas créer véritablement de la monnaie comme certaines banques commerciales, enfin comme toutes les banques commerciales du moins. Est-ce qu'ils peuvent se substituer donc à certains acteurs et sur quel horizon où elle n'a pas vraiment lieu d'être dans les 10-20 prochaines années? Alors déjà, quand on parle de DeFi, il faut savoir de quoi on parle, parce qu'on voit qu'il y a, on y met, à mon avis, deux choses différentes. On y met d'abord des acteurs qui recourent à un protocole ou une technologie blockchain ou de DLT, mais qui sont organisés toujours de manière centralisée. Les plateformes d'échange de cryptoactifs fonctionnent fondamentalement un peu comme des bourses. Hein. C'est assez, je ne dis pas que c'est centralisé, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas le modèle de la décentralisation. À côté, vous avez la DeFi qui non seulement j'allais dire, recours à une technologie blockchain, mais dont le fonctionnement et l'organisation est elle-même complètement décentralisée. Donc, c'est la DeFi au carré, en quelque sorte. Et celle-là, c'est celle qui est la plus à la fois prometteuse et intéressante, puisque c'est celle qui pose le plus d'interrogations, notamment pour les questions de gouvernance et donc de responsabilité. Puisque déjà qu'il y avait personne au bout de la ligne du protocole blockchain, si j'appelle monsieur, madame blockchain, il n'y a personne qui répond. Et si en plus, en tous les cas, je parle pour certaines blockchains publiques, bien évidemment, si l'organisation et le fonctionnement de la DeFi fait que la seule correspondance, c'est un token de gouvernance, qui est derrière le token de gouvernance et qui gouverne le token de gouvernance. Donc, quand on parle de DeFi, de quoi parle-t-on? Donc, aujourd'hui, c'est un peu les deux. On met dedans à la fois là, ce qui est le plus visible, c'est-à-dire des acteurs comme le sont ces énormes plateformes. Je dis énormes parce que leur volume et leur poids aujourd'hui est énorme et largement comparable à la finance traditionnelle. Je pense bien sûr au Coinbase, Binance ou autres. Hein. Vous avez vu la capitalisation, enfin la pré-capitalisation boursière de Coinbase, 90 milliards de dollars. C'est BNP Paribas, Société Générale et sans doute une troisième banque qu'on additionne. Hein. Donc, en capitalisation boursière. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et ce n'est pas la plus grosse des plateformes. Et donc, de ce point de vue-là, déjà, il y a une réalité forte de ces acteurs, je
je ne sais pas si, enfin, je sais pas si j'ai un avis, s'ils vont les remplacer, mais en tout cas, qui ont créé une activité qui n'existait pas. C'est une plateforme, ce sont des plateformes d'échange de cryptoactifs les plus diverses. Après, quand on regarde les volumes sur ces plateformes, ils sont colossaux. Hein. J'ai en tête, parce que le chiffre parle, en janvier de cette année 2021, le volume sur les échanges, sur les Binance et autres, tout échange confondu, bien sûr, c'était environ 100 milliards de dollars. Oui. 100 milliards de dollars, ce qui est par jour, bien évidemment, j'ai oublié de préciser, hein, par jour. C'est énorme. Par jour, le London Stock Exchange, c'est 5 milliards de dollars. Euronext, tout confondu, equity, actions, obligations, ETF, etc., c'est un peu moins de 10 milliards de dollars. Alors vous me direz, c'est une bourse versus 5, d'accord. Mais Binance, pour ne prendre que cet exemple, qui est quand même un des acteurs dominants, aujourd'hui a un volume de transactions largement supérieur aux bourses traditionnelles. Le poids en capitalisation boursière de ces acteurs est encore une fois plus important que ceux des acteurs traditionnels, je l'ai évoqué tout à l'heure, et même si je compare la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptoactifs, là aussi ça a évolué, mais le chiffre que j'ai en tête, c'est facile 1,5 trillion, donc 1000 milliards de dollars fin janvier, début février. La capitalisation boursière de l'ensemble des titres cotés sur Euronext, c'est 4,4 trillions, donc 4,5 milliards de dollars sur l'ensemble du groupe Euronext. Hein. Donc, on voit quand même qu'on est passé de quelque chose qui était anecdotique à quelque chose qui représente, on peut dire, est-ce que c'est un feu de paille à ce niveau-là? J'ai du mal à penser que c'est un vrai feu de paille. Et quand on va creuser et regarder au fond des services qui sont offerts par les Coinbase, Kraken et autres Binance, etc., c'est des services effectivement où on trouve des services classiques d'une bourse, d'un service de broker, des services bancaires. Donc, on a tout en un en quelque sorte. Donc, après la question, est-ce que ça va remplacer les banques? Là, je reprends mon image des constructeurs de carrosses qui ne sont pas devenus des constructeurs de voitures, mais des banques, il y en a toujours eu, il y en aura toujours dans le monde depuis que le monde est monde, mais les banques ne sont peut-être pas les mêmes. Les acteurs vont peut-être changer. Et les acteurs eux-mêmes traditionnels vont peut-être changer. Je ne le sais pas. En tous les cas, des acteurs nouveaux sont arrivés dont les volumes, qui sont essentiellement des volumes qui viennent du monde qu'on appelle retail, mais enfin quand même de plus en plus national, mais enfin, essentiellement retail. Vous vous rendez compte le jour où, et on voit des annonces tous les jours, hein, le jour où une partie du volume géré par la finance traditionnelle va arriver sur ces plateformes et sur ces cryptoactifs, mais d'abord, non seulement la valeur, mais ces volumes vont encore être plus importants. Donc, je pense qu'on est qu'au début d'une évolution drastique de modification des modes de fonctionnement des marchés financiers. Et ce qui est amusant, c'est que là, encore une fois, j'ai en tête un vieux, entre guillemets, document de la Banque centrale européenne qui date de 2016, je crois, ou 2017, enfin, vieux dans le monde des cryptos, qui expliquait ce qu'était la DLT et qui prenait 3 graphiques pour dire voilà comment fonctionnent les marchés financiers aujourd'hui. Alors, vous avez une bourse, une chambre de compensation, un dépositaire central, un broker, enfin tout ça, etc. Voilà ce que peuvent être les marchés financiers demain. C'est la révolution qu'évoquait tout à l'heure Nicolas, mais appliquée au marché financier. Mais il n'y a plus de tout ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'une seule blockchain qui fait l'ensemble des fonctions d'un marché financier, c'est-à-dire à la fois broker, à la fois place d'échange, à la fois chambre de compensation, à la fois système de règlement livraison, à la fois dépositaire central, à la fois custodian, qui fait tout. Ben, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les Coinhouse, les Coinbase, pardon, et autres Binance. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, il y a vraiment de quoi se dire, oui, nous sommes face à une réelle évolution du mode de fonctionnement parce que le volume traité n'est plus négligeable. Donc, ce n'est pas justement avec ce volume traité et cette quantité de plus en plus astronomique, pour justement vous poser cette dernière question sur la DeFi, est-ce que le régulateur pourrait intervenir si cette finance décentralisée devenait une menace beaucoup trop importante, comme on l'a vu d'ailleurs sur l'affaire GameStop avec Robinhood? Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il en a déjà les moyens, quelque part? Alors,
la meilleure régulation, ça reste quand même celle de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment. C'est-à-dire, ça a commencé par là. Hein. Souvenez-vous, le premier document important qui soit sorti par des régulateurs, c'est le GAFI 2014 en matière de cryptoactifs. 2014, c'est une éternité dans le monde de la DeFi. Et qui expliquait très bien dès à présent que tout ce petit monde-là, c'est-à-dire celui de la DeFi, allait devoir faire comme les autres, appliquer la réglementation anti-blanchiment. Bon, donc ça, c'est... Et comment dire, c'est un poids, sans jeu de mots, qui va être de plus en plus important sur tous ces acteurs. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que il y a encore 2 ans, les acteurs dont on parle vous disaient « nous, réguler jamais ». Vous prenez ces mêmes acteurs, ils sont tous en train de demander des licences un peu partout, des licences réglementées. Licences réglementées en Europe, aux États-Unis, alors il n'y en a pas tellement. Bon. Et encore, les licences dont on parle ne sont pas des vraies licences. C'est la BitLicense à New York qui permet de faire que certaines petites choses, mais qui au moins permet de dire je suis régulé. En France, on a notre licence Subsan. En Allemagne, il y a la licence Custody. Même chose en Grande-Bretagne. Mais le discours a changé. Eux-mêmes cherchent quelque part à être régulés. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris et senti que pour continuer leur croissance, c'est-à-dire attirer la finance traditionnelle dans leur escarcelle, il leur faut aller à Canossa, enfin je ne sais pas si c'est à Canossa, mais en tous les cas, aller vers la régulation, c'est-à-dire demander les licences qu'il faut, les plus légères possibles, mais les licences qu'il faut pour qu'ensuite on puisse voir les acteurs traditionnels déverser une grande partie de leurs actifs et de leur gestion et de leur activité sur leur plateforme. Mais pour ça, encore faut-il que ces plateformes soient en conformité, compliance, avec notamment les règles sur le blanchiment. Donc, on voit une évolution. Et je veux dire, il n'y a pas besoin pour moi que les régulateurs fassent la police. Je pense que c'est les acteurs eux-mêmes qui sont en train d'évoluer, ne serait-ce qu'encore une fois parce qu'eux-mêmes se financiarisent. Donc, la finance, quelque part, reprend ses droits puisque ces acteurs sont en train de se financiariser, certes, en jouant le rôle d'autres acteurs, hein, et donc potentiellement en remplaçant d'autres acteurs. Voilà, j'ai peut-être tort, on en reparlera dans 2-3 ans, peut-être même avant, parce que 3 ans, c'est une éternité, mais je suis frappé de voir le changement de discours, et vous l'avez vu d'ailleurs aux États-Unis. Déjà, Coinbase avait la CFTC qui lui collait au dos, si je puis dire, pour rester correct, et la SEC, maintenant c'est Binance. Voilà, mais ça ne les gêne pas plus que ça, si je puis dire. Ils se mettront en conformité. Ils ne peuvent plus aujourd'hui dire on ne veut pas être régulé. C'est plus possible. Ils sont devenus trop gros. Le risque est trop important pour eux. Ok. Très bien. Mais je vous remercie à tous les deux pour cet échange que l'on a pu avoir ce soir. Donc, on est quasiment dans les temps. Et on aura bientôt donc la vidéo de rediffusion qu'on mettra sur YouTube. Donc, je vous enverrai le lien à chacun. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et merci à vous, Nicolas Dufresne et Hubert de Vauplain, pour votre temps. Merci à vous. À bientôt et bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Salut, Nicolas.